Mesdames, et si nous jetions un pavé dans la mare? Disons-le franchement. 40 ans n'est-il pas le nouvel âge d'or des femmes en Afrique? Célibataires, célibatantes, célibatues, femmes de quelqu'un pour certaines, avec ou sans enfants, vous avez été d'une manière ou d'une autre mises en quarantaine. Alors la riposte s'organise. Je m'appelle Alexandra Ngan. Et à travers des conversations de femmes, nous allons révéler les pressions existantes pour savoir qui et si on nous déconfine ou non. Cap 40, même pas peur. L'endométriose, on soigne ça comment? Qu'est-ce que l'endométriose? Comment guérir quand ta matrice ne sait pas, ne sait plus? Pourquoi son diagnostic est-il si tardif? Comment les femmes diagnostiquées sont-elles prises en charge en Afrique? Pascal Aïtébé Ivanga et Leila Yatassaï sortent du confinement et nous parlent d'endométriose. La théorie de l'enfant qui guérit, par Pascal Aïtébé Ivanga. Littéralement, le bonheur se trouve après la souffrance. Autrement dit, le bonheur est au bout du chemin. C'est certainement cette maxime en enfant, souvent prononcée par ma mère, qui rend le mieux compte de 20 années de mon parcours douloureux avec l'endométriose. Tout avait commencé simplement, normalement, comme pour toutes les autres petites filles en fait. On attendait les premières menstruations avec une certaine impatience mélangée d'une appréhension. Dans tous les cas, cette excitation de faire mon entrée dans l'adolescence a été brève. Mon adolescence, en fait, a été rythmée par une galère, par les souffrances, par la douleur que je vivais petite comme une punition, une certaine injustice. En effet, à 12 ans, j'entamais mon chemin de croix et je prenais une inscription à la faculté des douleurs. On disait alors, elle a les règles douloureuses comme une malédiction. Les douleurs allaient crescendo. De la gêne, on est vite passé à des pincements, à des crampes, à des spasmes, à des contractions, des vomissements, les jambes cassées, le dos cassé, une perte de poids, une perte de connaissance et parfois on était invalide pendant plusieurs jours. À cette douleur physique, fallait rajouter l'anxiété qui précédait chaque cycle, car j'affrontais moi les règles un petit peu comme on prépare un concours, un examen. Plus la date fatidique approchait, plus l'angoisse augmentait. À chaque cycle, j'appréhendais la nature et le niveau de douleur que j'allais affronter. En fait, quand on est une petite fille, on est un petit peu initié à la douleur et au silence. C'est comme une école où on vous apprend à supporter, à serrer les dents, à endurer. Puis dire sa douleur, en fait, ou se plaindre, c'est quasiment indécent. C'est comme s'il y avait un contrat entre le fait d'être une femme et le fait de savoir souffrir ou de pouvoir souffrir. En fait, on vous apprend à supporter les règles, supporter l'accouchement et supporter toutes les autres misères. Pour être une femme, il faut supporter. Je crois que c'est définitivement cette école et il faut supporter. Mais quand on est dans cette période, on se sent souillée, honteuse.
On est fragile, on se sent sale, on se sent coupable. On est dispensé, on est comme handicapé. Mais en fait, on se rend compte qu'on est bien différente. On est différente. À 23 ans, enfin, le diagnostic tombe. Endométriose. Après 11 années de douleur, de galère, on se rend compte qu'il ne s'agissait pas d'un mauvais sort ou d'une malédiction quelconque, mais il s'agissait bien d'une maladie et elle avait un nom. Alors on entame la période et la longue et pénible période des traitements. Aux douleurs excessives, on commence par des comprimés, puis les bouillottes, les piqûres, l'acupuncture, les opérations, direction au bloc opératoire, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis le médecin finit par vous conseiller une grossesse. Autant dire que le serpent se mord la queue puisque l'endométriose en elle-même empêchait d'être enceinte. Alors on vous shoot d'hormones, on vous gave comme une noix, plusieurs fois. Puis le découragement s'installe devant cet acharnement thérapeutique. Le bonheur est au bout du chemin. À 28 ans, toujours pas d'enfant. Et là, vous entrez dans le panthéon des anomalies, des bizarreries, des bêtes curieuses. Vous devenez l'objet de murmures, de critiques, d'hypocrisie, de sarcasme parfois et de manipulation. Beaucoup vous pensent condamnés, stériles. D'autres vous exhibent leur progéniture comme des trophées, pendant que certaines font preuve de beaucoup de compassion. Dans tous les cas, la différence marque le début de l'incompréhension, de l'exclusion. Vous êtes empêtré dans un cycle infernal avec des cachets, des injections, des décoctions, des protocoles, des breuvages, des stimulations, des expérimentations, des invocations, des prédictions, des prières. Tout ça s'enchaîne à un rythme effréné. Et le doute et le découragement s'installent en vous. Et puis un jour, je décide d'arrêter tout ça, de lâcher prise. Je décide de trouver une solution, parce que de toutes les façons, j'avais tout essayé. J'hésite entre l'adoption et la gestation pour autrui, puis finalement j'opte pour l'adoption. Je renonce à la maternité sous sa forme naturelle, parce qu'après tout, il s'agissait d'être mère, c'est-à-dire de donner de l'amour à un enfant qui en avait besoin. Puis je pense que l'adoption doit être une alternative évidente. L'enfantement ne doit pas être une finalité. La maternité ne doit pas définir la féminité. À 33 ans, pendant que ma tête est occupée à autre chose, les jours passent et je finis par me rendre compte que il n'y a pas de goutte de sang, pas de douleur. Après 3 tests de grossesse et une prise de sang, le médecin confirme que je suis enceinte. Un véritable miracle. Je ne savais même plus ce qui avait fonctionné, ce qui avait réussi à terrasser cette bête sanguinaire. Ibekelia, l'espérance, l'espoir en langue mienne. Abelago, la désirée en langue mienne. Aveusam, le don, la part de Dieu en l'enfant. L'espérance avait vaincu le doute. L'espérance avait fait taire la douleur et la rumeur. Elle avait tordu le cou à l'endométriose comme on éteint un feu, comme on étanche une soif, comme un hurlement qu'on étouffe. Entre le doute et l'espérance, choisis toujours l'espérance, car la vie est un miracle.
J'ai vécu une grossesse exceptionnelle, un moment particulier, un moment privilégié, une forme d'intimité avec soi-même, surtout les premiers mois, lorsque rien n'est encore visible. Et là, on a l'impression de marcher sur les œufs. On est attentive à tous les signes de la vie et on ressent la vie de l'intérieur. Un peu comme une caresse, un peu comme un murmure. En tout cas, on est sûr de porter en soi quelque chose d'extrêmement précieux. Cette maxime de ma mère prenait enfin tout son sens. Le bonheur au bout du chemin. À 36 ans, je donnais naissance à un petit garçon, le choix du roi. Aïl est la pérennité en langue mienne. Aïl, le sens, la signification en l'enfant. Un bonheur au-delà de nos espérances. En fait, en plus de l'espérance, il faut la persévérance. À toutes ces filles et à toutes ces femmes qui luttent chaque jour contre l'endométriose, il faut dire non à la douleur. On ne doit pas s'habituer à la douleur. Il n'est pas normal d'avoir mal systématiquement pendant son cycle. Il faut consulter. Il ne faut pas accepter la douleur. Parce que, en fait, la douleur est déjà le signe de quelque chose d'anormal. Il ne faut pas accepter la douleur. Il faut surtout se battre contre cette maladie et être bien entouré. Pour ma part, 2 personnes exceptionnelles ont tenu chacune de mes mains pendant cette traversée du désert, ma mère et mon époux. Il n'y a pas de mots assez forts pour définir la qualité de cet accompagnement dont j'ai bénéficié. À toutes celles qui se battent contre l'endométriose et qui cherchent désespérément à avoir un enfant, arrêtez de culpabiliser. Ce n'est pas de votre faute. Acceptez que vous êtes malade. Il ne s'agit pas d'un sort. Il ne s'agit pas d'une malédiction. Il s'agit d'une maladie. Ne perdez pas le temps. Chaque jour de douleur compte. Faites-vous soigner. Et en attendant que la médecine trouve des médicaments pour soulager et guérir, je peux vous dire à mon tour cette maxime optimiste. Ben Minzobayat. Le bonheur est au bout du chemin. Espérez, persévérez. Les règles de la douleur par Leila Yatasai. L'endométriose. J'aimerais tant pouvoir parler de cette maladie sans que mon esprit me ramène à ces lointains et douloureux souvenirs de mon enfance. Je regarde dans le rétroviseur et je repense à ce briseur de rêve, ce voleur qui a failli emporter avec lui tous mes espoirs. Pourtant, le rêve est un droit, un phénomène totalement naturel que l'on expérimente depuis le bas âge. À 13 ans, on rêve déjà à la vie d'adulte. On pense au jour où l'on rencontrera le prince charmant, celui que nous fera enfiler la robe blanche avec laquelle on avancera vers le maire pour se dire oui. À 20 ans, on rêve à une vie professionnelle, à la famille que l'on va fonder, à tous les bons moments que l'on pourra partager ensemble. Très jeune, j'ai eu ces mêmes rêves. Je les ai nourris et chéris toute mon enfance, sans jamais penser qu'il pourrait être si périlleux de leur donner vie. Et pourtant, j'étais une jeune fille. Je rentrais dans la puberté et j'aurais dû être interpellée par la souffrance
qui me donnait rendez-vous tous les mois. J'ai connu l'endométriose à l'âge de 14 ans. Vivace et pleine de malice, active avec une joie de vivre débordante, mon sourire, il était permanent, constant et figé. Sauf lorsqu'elles étaient là. Leur présence s'imposait dans mon quotidien, volant mon sourire, ma sérénité et ma tranquillité, pour laisser place à l'inquiétude. J'avais simplement mes règles. Chaque fin de mois était rythmée par la peur. Peur de voir revenir les douleurs, l'incertitude des jours prochains, la panique de se retrouver à nouveau tachée par un flux incontrôlable de sang. Chaque mois, je me posais la question de savoir comment serait le mois suivant. Et à la fin de chaque cycle, je me préoccupais de la douleur qui m'attendait le cycle prochain. C'était un rendez-vous avec la douleur. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'endométriose, ne vous en étonnez pas. Cela est presque normal. Parce que cette maladie sournoise, douloureuse, gênante, on n'en parle finalement pas beaucoup. Vous savez pourquoi? Simplement parce qu'elle touche à la féminité de la femme. Alors très peu de personnes en parlent. Très peu de nos proches savent en parler. Et très rarement, ils ont le courage d'en parler. Pourtant, il s'agit bien d'une maladie. Une maladie qui est bien installée et que touche une femme sur 10. Ça veut dire que, autour de vous, dans vos bureaux, dans vos maisons, dans vos églises et dans vos mosquées, vous avez une amie qui souffre en silence et parfois sans même le savoir. Cette maladie, elle a failli me voler mes rêves de devenir une femme épanouie, de devenir une maman comblée. En réalité, vous savez, en Afrique, on nous a appris qu'une femme, c'est avant tout savoir faire face à l'adversité et demeurer la tête haute, sans se plaindre, sans trop se plaindre de la vie. Tu es une femme, tu es brave, nous a-t-on appris. Alors, comme l'a dit une fille africaine que je suis et comme chacune de nous devrait l'être, j'ai supporté, j'ai encaissé, j'ai vécu avec l'endométriose, et ce jusqu'au bout. Jamais il ne m'avait été précisé à quel point il fallait tolérer cette douleur. Alors je l'ai supportée. Avoir de l'endométriose, c'est devoir affronter des cycles trop courts, ou parfois trop longs, qui vont parfois jusqu'à 40 jours. Mais c'est également s'armer de courage pour faire face aux saignements abondants et aux longues règles qui durent jusqu'à 7 jours, 10 jours pour certaines. Cela ne vous laisse finalement pas grand répit. Mais avoir ces règles, c'est surtout savoir accepter la douleur, savoir accepter d'avoir mal. Cela est ainsi, et je n'étais ni la première, ni la dernière femme à avoir des règles douloureuses. Je devais donc juste être brave et l'affronter comme les autres femmes. Avoir l'endométriose, c'est se préparer à prendre tous les coups et tous les blâmes de la société qui ne vous comprend pas et qui ne vous suit pas. Souffrir de l'endométriose, c'est savoir mettre de côté sa pudeur, sa timidité, sa fierté. Alors j'ai dû ravaler ma fierté tous les mois en me laissant rabrouer à l'infirmerie du lycée, parce qu'une fois de plus, je venais réclamer un lit, car ne tenant plus debout jusqu'à l'arrivée des parents. J'ai dû faire fi de mon honneur lorsqu'entre pleurs, diarrhée et vomissements, il fallait tenir debout jusqu'à ce qu'une ambulance comprenne l'urgence de ma situation et vienne me libérer temporairement de cet enfer. J'ai dû sourire jaune lorsque les professeurs puis les collègues sortaient des phrases sarcastiques pour évoquer une paresse que je semblais tenter de masquer, et ce avec des douleurs imaginaires, pensait-il. Il fallait supporter, je l'ai donc fait, jusqu'à ce que la douleur physique liée à la maladie soit renforcée par une autre douleur, et celle-là, elle est psychologique. C'est une conséquence insoupçonnée de cette pathologie, et mon incapacité à procréer, à donner vie à la fertilité, a achevé de m'enfoncer. Une nouvelle bataille s'annonçait. Il fallait la mener. Commençait mon histoire avec le tourisme médical. Qu'est-ce que j'en ai fait? Des visites chez les médecins. C'était devenu une seconde fonction pour moi.
J'ai dû parcourir tous les centres hospitaliers annonçant un bon gynécologue de renom. Vous savez, ce type de grand médecin ayant sauvé tant de femmes, ayant donné des miracles, ces grands médecins célèbres pour la plupart. J'ai effectué à diverses occasions la tournée des gynécos. Vous savez, ce passage obligé qui vous absorbe des mois et des années de votre vie à la recherche du diagnostic qui tarde tant. Mais pourquoi devriez-vous abandonner lorsque tant d'autres femmes avant vous sont passées par là et y sont parvenues? Alors j'ai tenté encore et encore et encore jusqu'à épuisement total d'énergie, de ressources, de volonté, mais aussi de finances. Avez-vous déjà vu le vide dans le regard d'une femme qui ne parvient pas à concevoir malgré tous ses efforts? Ce sentiment de solitude qui vous ronge et qui finit par vous faire vous sentir moins femme que les autres. Il vous saisit de l'intérieur et vous détruit petit à petit. Et vous restez face à une impuissance que personne ne peut contrôler. La société, notre société. Elle établit qu'une femme qui ne parvient pas à donner la vie ne fait pas honneur à sa famille, à son ascendance et à son patronyme. Elle est accusée de tous les maux et blâmée pour son incapacité à faire de son époux un homme fier. Alors, dans la douleur extrême qui l'envahit, elle s'oblige à persévérer et se met une pression qui lui fait perdre tout goût à la vie. Les femmes dans cette situation, notre société en compte des milliers. Elles souffrent sobrement tout au fond de leur cœur. Imaginez-vous donc en plus de cette douleur que l'on doit également subir la douleur physique imposée par la maladie qui en est la cause. Quelle souffrance derrière de faux sourires. Cela est bien la raison pour laquelle il est temps de lever le voile sur cette maladie et affronter les regards interrogateurs, briser les tabous et oser en parler. Il est temps que nous puissions interpeller nos mamans afin qu'elles œuvrent à une prise en charge plus précoce de leurs jeunes filles en les faisant diagnostiquer dès les premières règles. Lorsque les règles paraissent trop pénibles, trop douloureuses, pourquoi attendre des années? Sachant que même dans les pays les plus modernes, le diagnostic peut être long et fastidieux à confirmer. Pour ma part, j'ai enduré, j'ai traversé toutes les épreuves avec persévérance et résilience. Et un beau jour, comme des milliers de femmes qui ont vu leur ovaire, trompe, utérus, vessie attaqués, las de devoir me battre pour rester debout, j'ai tout lâché. Tout sauf l'espoir. Était-ce la solution? Je ne le saurais probablement jamais. Car au final, là où les comprimés, les décoctions, les injections échouaient, une grande médecine m'a libérée. Mais serait-ce le cas pour toutes les femmes? L'endométriose ne se soigne pas, certes, mais sa présence ne devrait jamais nous empêcher de célébrer la vie et cultiver l'amour, ce au sein des couples, même infertiles. Cette bataille est à mener à deux, main dans la main, et elle permet à la femme de demeurer forte et déterminée. C'est un combat contre son propre corps, et le corps, c'est nous qui devons le contrôler, l'éduquer, l'apprivoiser avec une hygiène de vie et alimentaire qui lui laisse peu de chance pour s'installer en nous. En ce qui me concerne, après de longues et rudes batailles, alors que je ne l'attendais plus, cette petite fée arriva et me libéra de toutes mes chaînes. Les chaînes de la douleur, les chaînes des regards et interrogations, les chaînes de commentaires et insultes, mais aussi les chaînes de la maladie. J'ai gagné face à l'endométriose. J'ai combattu dignement cette maladie qui vous arrache votre joie de vivre, votre sérénité, votre tranquillité et une partie de votre féminité. Mais j'ai refusé qu'elle me vole l'espoir. L'espoir et l'endurance. L'espoir et la persévérance. L'espoir et la foi. Car au final, c'est bien ce qui nous permet de demeurer debout lorsqu'il n'y a toujours pas d'espoir de guérison. Alors n'abandonnons jamais.
espérant que ce podcast vous a plu, nous vous invitons à découvrir d'autres sujets des mises en quarantaine sur toutes nos plateformes de partage. N'hésitez surtout pas à nous faire part en commentaire ou message privé de vos avis et suggestions. À très bientôt.